Bonjour, mon nom est Roger Gagnon. J'ai mis au point une théorie en physique que j'ai appelée la théorie du principe actif de Roger Gagnon. Dans les minutes qui suivent, vous constaterez qu'une définition adéquate et logique de l'inertie nous conduira à une explication simple de plusieurs grands et petits mystères de la physique, à savoir, premièrement, le rôle de l'inertie, deuxièmement, l'expérience de Michelson-Morley, troisièmement, que la masse ne peut se changer en énergie, quatrièmement, la vitesse de la lumière est relative à l'observateur, cinquièmement, pourquoi la masse gravitationnelle semble toujours égale à la masse inertielle, sixièmement, la nature de la masse. Premier thème, qu'est-ce que l'inertie? Selon la théorie classique, l'inertie est considérée comme une propriété de la matière. Voici une définition prise dans un manuel scolaire. Cette propriété de la matière à conserver son état de repos ou son état de mouvement rectiligne uniforme s'appelle l'inertie. Ça a été pris dans Benoît Gauthier-Laberge, page 80. On l'aperçoit alors comme une résistance au mouvement, un peu comme une force passive. Il n'en est rien. La vitesse d'un corps est un état de ce corps. Si un corps a besoin d'une force pour accélérer, il n'a besoin de rien pour demeurer dans le même état, c'est-à-dire son état de vitesse. L'inertie n'est que l'absence de force sur ce corps. Dans un système d'axes X, Y, Z, si une force est dirigée dans l'axe Z, les composantes vectorielles selon les axes X et Y sont nulles. Cette absence de force dans le plan XY perpendiculaire à la force, eh bien, c'est l'inertie. Définition. L'inertie est l'absence de force. L'inertie n'est que l'absence de force sur ce corps. Par conséquent, l'inertie n'est pas une propriété de la matière. Et cette constatation sera fondamentale dans la théorie. Deuxième point, l'expérience de Michelson-Morley. L'inertie n'étant pas une propriété de la matière, on peut conclure que la lumière agit de la même façon que la matière en condition d'inertie, c'est-à-dire en absence de force. Elle continue son chemin rectiligne uniforme. La formule d'addition des vitesses s'applique donc autant à la lumière qu'à la matière. L'expérience de Michelson-Morley prend donc un nouveau sens. Hypothèse. La lumière agit de la même façon que la matière en condition d'inertie, c'est-à-dire en absence de force. Si on définit un système référentiel SR comme un ensemble de points ayant la même vitesse, en grandeur et en orientation, on peut affirmer que la lumière émise par une source à la vitesse c sera perçue à la vitesse c plus ou moins delta SR étant la différence de vitesse entre le système émetteur et le système receveur. La vitesse perçue est relative au receveur, tout comme pour la matière. Une balle dans ma main voyagerait actuellement à 30 km/s autour du Soleil, mais elle semble immobile parce qu'elle a la même vitesse que moi et que ce qui m'entoure. Mais une balle lancée dans n'importe quelle direction aura la même vitesse VB pour tout observateur sur Terre. Mais un observateur hors du système évaluera des vitesses différentes à cause de la vitesse de la Terre autour du Soleil et de sa rotation que lui percevra. Lancé à partir des points Y et Z, il percevra les vitesses suivantes. V plus ωr plus VB et V plus ωr moins VB pour Y. V plus ωr plus VB, V plus moins ωr moins VB pour Z. C'est-à-dire des vitesses différentes pour chaque lancé. La vitesse est relative à l'observateur. Si on remplace les balles par des photons, on obtiendra le même résultat, c'est-à-dire la même vitesse pour tout observateur sur Terre, mais des vitesses différentes pour un observateur hors du système. Et c'est ce qu'a démontré l'expérience de Michelson-Morley. À cause de l'inertie et le fait qu'il n'y a pas de résistance de la part d'un éther hypothétique, la vitesse de réception est la même que la vitesse d'émission. On aurait noté des franges si, pour une source unique, les receveurs avaient eu des vitesses différentes. En fait, les seules conclusions qu'on aurait dû tirer de l'expérience de Michelson-Morley sont les suivantes. Il n'y a pas d'éther pour ralentir la lumière, ou, s'il y a un éther, il voyage à la même vitesse que la surface de la Terre. Ou, la différence de direction n'affecte pas la vitesse de la lumière. Mais la conclusion que la vitesse de la lumière est la même pour tout observateur est erronée, étant donné que l'expérience
a été entièrement conduite dans un seul et même système référentiel. Conclusion, les résultats de l'expérience de Michelson-Morley ont été interprétés sans tenir compte que l'expérience s'est déroulée dans un seul et même système référentiel. Troisièmement, la vitesse de la lumière est relative à l'observateur, compte tenu du fait que la lumière est sujette à la même condition d'inertie que la matière et que, par conséquent, les formules d'addition de vitesse s'y appliquent aussi. On peut conclure que la lumière émise par une source à la vitesse c sera perçue à la vitesse c plus ou moins delta SR étant la différence de vitesse entre le système émetteur et le système receveur. Conclusion, la vitesse de la lumière est relative à l'observateur. Quatrième thème, la masse ne peut se changer en énergie. Pour les besoins de cette partie de la théorie, nous allons définir le principe actif comme étant la notion de vitesse ou ses dérivés, accélération, vitesse au carré, etc., dans les équations de mouvement. F égale ma, poids égale mg et E égale mv2 sur 2. A, G et V2 sont ici les principes actifs dans ces équations. Le coup de génie de Newton n'a pas été seulement de nous donner des équations pour calculer le mouvement, mais aussi de nous donner une structure d'équation. Cette structure d'équation de mouvement est formée de deux expressions représentant une égalité. L'expression de gauche étant un concept unique et l'expression de droite représentant deux concepts distincts, indépendants et complémentaires. Distinct, car la masse est un concept différent de la vitesse et de l'accélération. Indépendant, Galilée l'a démontré en laissant tomber des roches de différentes grosseurs, le temps de chute est le même si on néglige la friction. Alors, l'accélération est donc indépendante de la masse. Et complémentaire, eh bien, les deux concepts de droite sont nécessaires pour équivaloir à celui de gauche. La masse, sans le principe actif accélération, n'est pas une force. Le principe accélération sans la masse n'est pas une force. La masse sans principe actif gravitation n'est pas du poids. Et le principe actif gravitation sans la masse n'est pas du poids. La masse sans le principe actif V2 sur 2 n'est pas de l'énergie. Et le principe actif V2 sur 2 sans la masse n'est pas de l'énergie. Les deux concepts de droite sont nécessaires pour former le concept de gauche. La masse n'est donc pas de l'énergie et l'énergie n'est pas de la masse. Mais comment Einstein a-t-il pu transformer de la masse en énergie? Eh bien, lorsqu'on a ajouté à la masse les indices I et G, la masse s'est vue dénaturée. Elle comprenait dès lors à elle seule les deux concepts censés être indépendants et complémentaires, soit la masse et une fausse impression de principe actif qui, réunis, nous donnait le concept de gauche. La masse avec l'indice G devenait à elle seule du poids et la masse avec l'indice I devenait de l'énergie. L'ajout de ces indices G et I a contribué à renforcer la conviction que la gravité et l'inertie étaient des propriétés de la masse, alors qu'il n'en est rien. Si la gravité agit sur la matière, alors que l'accélération gravitationnelle est indépendante de la masse, c'est simplement parce que la masse n'est pas de la matière, mais uniquement la quantité de matière. La masse n'a donc pas cette propriété de gravitation qu'on lui a attribuée. Quant à l'inertie, elle n'est pas non plus une propriété de la matière, et encore moins de la masse, car elle n'est que l'absence de force sur cette matière. Alors qu'Einstein a trouvé un modèle mécanique lui permettant de transformer la masse en énergie, la théorie classique ne pouvait plus le contredire, ayant déjà accepté cette idée par le biais de la masse inertielle. Conclusion, la masse ne peut se transformer en énergie, ni l'énergie en masse, comme le prétendait Einstein. Cinquièmement, la nature de la masse. Et sixièmement, pourquoi la masse gravitationnelle semble toujours égale à la masse inertielle? Eh bien, si l'accélération gravitationnelle est indépendante de la masse, et si la masse inertielle semblait toujours égale à la masse gravitationnelle, c'est qu'il n'existe qu'une masse. Et cette masse n'est que la quantité de matière et non la matière elle-même. La masse gravitationnelle et la masse inertielle sont donc des concepts erronés
qui ont été inventés pour pallier la possibilité que la masse ait eu deux propriétés différentes. Il faut donc éliminer les concepts de masse inertielle et gravitationnelle. Conclusion, la masse n'est que quantité de matière. Les masses inertielles et gravitationnelles n'existent pas. Eh bien, comme vous avez pu le constater, l'erreur d'Einstein n'était pas dans sa théorie, mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans la théorie classique. Comme je vous le disais dans mon introduction, en corrigeant la notion d'inertie de la théorie classique, toutes les pièces du casse-tête retrouvent leur place. Il a suffi de bien interpréter Galilée pour tout replacer ces pièces, d'où l'idée du thème « Le secret de Galilée ». J'espère que vous avez apprécié. Si vous désirez commenter, voici mon adresse courriel.